Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? L'émission L'heure de colle, c'est 20 sur 20. L'émission L'heure de colle, un mercredi par mois, de 18h à 19h. Orchestrée par Arnaud, conseiller pédagogique, Yves, enseignant et les chroniqueurs invités. L'émission L'heure de colle, pour tout comprendre en matière d'éducation. Les devoirs, les punitions, l'enseignement en général. L'heure de colle, c'est trop super! En FM, DAB+, sur le web, iPhone et Android. Fréquence Méditerranée, Avec vous, pour vous, partout, tout le temps. Allez, c'est parti, on est ensemble, il est 18h, c'est l'heure de colle. Merci beaucoup Jean-Luc pour ce nouveau générique. Juste une petite chose, on a oublié Bénédicte qui est enseignante, formatrice dans un dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique. Allez, on est ensemble pour une nouvelle saison. Autour de la table avec moi, Yves, comme entendu dans le générique, Bénédicte, moi-même et une invitée ce soir, Hélène. Hélène, tu es avec nous ce soir en tant qu'experte de terrain, puisque tu es enseignante en maternelle depuis 4 ans et ça fait donc 15 ans que tu enseignes, mais on le dit tout de suite, tu as aussi un deuxième métier puisque il me semble que tu fabriques des bijoux. Tu nous en dis 2 mots ? Bonjour à tous. Oui, je suis enseignante et à côté de ça, j'ai créé une entreprise de bijoux. Je fais des bijoux en petites perles tissées qui sont vendus notamment dans la boutique Authentica à Menton. Donc les filles, je vous passe le bonjour. Ah ben voilà, donc le message est passé. Allez, pour démarrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier chaleureusement Jean-Luc pour sa confiance renouvelée. Grâce à toi, nous avons à nouveau un temps d'antenne pour pouvoir parler de notre métier qui nous passionne et de pouvoir donner voix aux défis qui traversent l'école et de pouvoir partager nos réflexions sur ce bien commun qui est l'éducation. Un métier très compliqué, les amis, je peux vous le dire, parce que bravo, en tout cas, moi tous les jours je vous admire. Voilà, j'admire les enseignants, je les applaudis des 2 mains. Merci beaucoup. En tout cas, on parle école, on parle éducation, on parle société, on parle aussi d'autres domaines. Allez, pour cette première émission de la saison, nous avons choisi de revenir aux origines, l'école maternelle. L'école maternelle qui fait partie de notre vécu à tous, puisqu'on a tous un souvenir mêlé de chansons, de contes, de comptines, de gâteaux faits en commun, d'odeurs de crêpes, de promenades, de bricolage à partir de boîte à œufs ou de pots de yaourt. Et puis surtout, à l'école maternelle, on ne se rappelle pas qu'on était en échec scolaire. Quand on passe à la grande école, l'école élémentaire, on regarde ces enfants jalousement qui n'ont pas de devoirs. Alors trop souvent considérée comme une simple étape préparatoire au savoir scolaire ou une garderie, elle est pourtant un lieu fondamental de socialisation, d'éveil et de construction des premiers savoirs. Alors quels sont ses rôles, ses défis, ses promesses ? En quoi est-ce une vraie école ? Quelles sont ses influences, son histoire ? Est-ce que l'école maternelle française constitue une exception ? Est-ce que Maria Montessori est une marque ou une vraie personne ? Ce sont entre autres les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec rigueur, sensibilité et comme toujours un brin d'impertinence. Mais avant cela, nous allons écouter Yves qui va nous livrer son billet d'humeur. Yves, ce soir, tu as choisi de nous parler de la pénurie de candidats au poste d'enseignant. Pourquoi ? Alors tout à fait. Merci Arnaud, bonjour les auditeurs. Donc ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'heure de colle. Donc effectivement, oui, moi j'aimerais un petit peu parler de cette rentrée donc 2025 où alors chiffre officiel, on a 99,9% de postes pourvus dans le primaire. Ce qu'on ne dit pas, c'est comment ces postes sont pourvus avec des gens qui peuvent être formés pendant 3, 4 ou 5 jours. On a eu le cas d'une amie à qui c'est arrivé et ensuite on la jette face aux enfants alors que en l'occurrence la personne en question n'avait pas été enseignante avant. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir. Et alors je ne parle même pas du secondaire, c'est un petit peu mon domaine. Dans le secondaire, 2500 postes de profs manquants cette année. Alors ce sont les chiffres amenés par la ministre de l'Éducation nationale, à l'heure actuelle démissionnaire, Madame Elisabeth Borne. Les syndicats disent que c'est sous-estimé, qu'il y a 55% des établissements où il manque au moins un prof devant les élèves. Donc voilà, c'est quelque chose qui est catastrophique parce que l'éducation, c'est la base. L'État fonctionne sur ce fondement de l'éducation pour tous, accessible à tous. Et si plus personne veut être enseignant, ça pose vraiment problème. Alors ils tentent des choses. Là, on va recruter des enseignants maintenant à Bac+3, donc à L3. Mais bon, est-ce que ça va changer les choses ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est mon billet d'humeur. Ça m'énerve profondément. On recrute au CAPES de maths à 5,25 l'année dernière. Bon, jusqu'à quand ça va continuer ? Je ne sais pas.
Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait, à mon avis, une refonte complète et totale de l'éducation nationale, des programmes, puisque ça vient aussi de là, et du métier en lui-même, quoi. Il faut qu'il attire plus, parce que c'est un métier qui est fantastique. On est là on le prouve, quoi. Voilà, on est enseignant. Moi, j'adore enseigner. Arnaud, c'est pas une adoration que tu as pour l'enseignement, c'est un niveau au-dessus. Donc voilà, Bénédicte, pareil, Hélène aussi. Donc voilà, je suis un peu désespéré et je voulais juste vous faire part de cette info. Bénédicte? Oui, que dire de plus après cette magnifique tirade Mais non, mais bon, voilà, j'en dis pas trop, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, quand on est prof et qu'on aime voilà, vraiment ça, c'est quelque chose qui est vraiment complexe, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Des solutions, moi j'en ai, mais bon, alors dans ce cas-là, on prend 1 heure d'émission. Mais aujourd'hui, c'est la maternelle. Alors, on va poser une question à Hélène. Je vais partir d'un chiffre. 91% des personnels enseignants disent aimer leur métier. En revanche, 77% ne le conseillent pas. C'est un sondage d'un syndicat. Et toi, Hélène, qu'est-ce que si ta fille ou ton fils te disait que tu avais envie de devenir maître ou maîtresse, qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors, c'est un super métier. Enfin, j'adore enseigner, j'adore voir les enfants évoluer. Quand ils ont les yeux qui pétillent, voilà, ça, c'est la reconnaissance qu'on a. Après, c'est pas tous les jours facile. Il y a des matins où j'y vais en traînant les pieds parce que je sais que j'ai des élèves en difficulté et que j'ai l'impression de ne pas pouvoir les aider comme je devrais. Parce que je manque ou de temps ou on manque de moyens humains. Et donc, des fois, c'est frustrant parce qu'on voudrait faire plus avec de moins en moins. Et donc, voilà, c'est difficile. C'est difficile un peu moralement, c'est difficile physiquement. Et donc, il faut avoir les reins solides. Puis ce qui est difficile, peut-être, je me permets, aussi, c'est que quand on est en difficulté, de ne pas savoir comment les aider, de ne pas avoir tous les moyens pour les aider, on ne sait pas forcément à qui s'adresser pour trouver de l'aide technique ou concrète, ou Bien même sûr. juste des échanges pour se former différemment ou apprendre de nouvelles choses. Il y a des plans de formation qui sont créés, mais c'est parfois pas suffisant. On a juste besoin de chercher, de trouver une ressource pour nous aider. Et on sent bien que notre institution, elle est en déficit de cette aide. C'est-à-dire que parfois, on rencontre des conseillers pédagogiques ou des personnes qui sont là pour nous aider, mais elles-mêmes, elles ont un peu les pieds et les mains liés et elles voudraient bien faire plus, mais elles n'y arrivent pas, elles peuvent pas. Et puis, il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin de cette aide aussi. Et donc, c'est vrai que je crois qu'on arrive un peu à saturation des systèmes qui ont été mis en place il y a plusieurs dizaines d'années. Et ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on refonde un peu ça, parce qu'effectivement, les enfants ont besoin d'autre chose maintenant, je pense. Quand tu dis d'autres choses, tu penses à quoi, par exemple, Hélène? On est dans une société où tout va plus vite, où tout a changé. Donc, c'est plus comme il y a 50 ans. Des enfants qui restent assis devant un bled avec l'exercice numéro 375 à faire, c'est plus possible. Ils ont besoin de manipuler, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de tester. Et c'est ce qu'on leur apprend, test and learn, c'est-à-dire on teste, on apprend. Mais donc l'école a changé, les enfants ont changé, mais l'école n'a pas tellement changé. Et c'est là qu'il faudrait peut-être repenser à tout ça. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que on parle souvent sur cette question de la question du métier et de la pénurie d'enseignants. Tu n'as pas parlé de la question du salaire. Ah, mais ça va avec. C'est intéressant parce que ce qui revient souvent, on en parle, c'est la question du salaire, alors qu'en Allemagne, là où les salaires sont beaucoup plus importants, il y a la même difficulté. Oui. La même difficulté avec les mêmes problèmes d'attractivité. Et ce qui revient, ce sont justement les conditions de travail qui sont dégradées et qui rend le métier peu attractif. Voilà. On a aussi sur cette question des pénuries c'est très localisé. C'est-à-dire que selon qu'on est soit dans le département dans l'académie de Versailles, Créteil ou Mayotte, eh bien il n'y aura pas les mêmes pénuries que si on va par exemple en Bretagne. Enfin, dernier point, la question de la formation. Par rapport aux autres pays de l'Union européenne, on a moins de jours de formation. Par exemple, un enseignant du second degré aura en moyenne 2 jours de formation par an, alors qu'ailleurs, c'est 8. Et bien sûr, sur la question de la gestion de classe, c'est-à-dire que nous avons des formations qui sont très didactiques, très techniques, alors qu'il y a toute la question de la gestion de classe et de la gestion ce qu'on appelle aujourd'hui des besoins éducatifs particuliers, qui demandent justement une formation très spécifique. Voilà. Yves, donc, un métier qui ne fait plus rêver, mais je crois qu'autour de la table, nous, on est toujours dans l'institution, dans le système, et
on se dit que humblement, c'est à notre niveau. Je crois que l'école pour les parents, pour les enfants, pour les usagers, c'est le maître, c'est la maîtresse qui représente l'école. En tout cas, on fait un métier où on se sent utile. Voilà, je pense qu'il y a des métiers où des fois le soir on rentre et on ne sait pas dire vraiment ce qu'on a fait dans la journée. Nous on sait dire. Enfin, c'est un métier. Il y a plein de métiers que tu peux pas expliquer. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait papa? Qu'est-ce qu'elle fait maman? Je ne sais pas. Elle met des chiffres sur un tableur. Bon, ok, super. Nous on sait ce qu'on fait. En général, moins tu sais ce qu'on fait, moins tu sais ce que tu fais. Voilà. Et en général, plus tu gagnes. Et plus tu gagnes. C'est ça l'idée. C'est ça. C'est ça. Allez, si vous voulez bien, chers amis, on va passer au dossier de notre émission de ce soir, qui est donc l'école maternelle. Donc quand on a préparé cette émission, on s'est posé la question, est-ce que l'école maternelle est une exception française? Est-ce que ce mode de prise en charge, où on appelle ça l'école, est le même partout? Eh bien non. Non, parce que selon qu'on aille dans d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, ou les États-Unis, eh bien on aura des modes de garde, puisqu'on ne va pas parler d'école, des modes de garde qui sont différents et qui se rapprochent davantage du jardin d'enfants, où on va mettre beaucoup plus l'accent sur le développement de l'enfant, sur le jeu, alors que nous, notre exception, c'est cette notion d'école et donc une logique vraiment institutionnelle. C'est-à-dire que la référence maternelle, elle sera davantage sur l'idée qu'on va faciliter le passage de la famille à l'école. On le verra tout à l'heure avec Bénédicte qui nous parlera de cette histoire-là, mais je crois que s'il y a une spécificité française, c'est l'idée qu'on va très tôt aborder des savoirs académiques. On va très tôt attendre de la part de l'enfant qu'il soit sage, qui fasse le silence, une forme un petit peu d'ascèse scolaire. Alors que si on va dans d'autres pays, je pense par exemple, j'ai lu ça au Japon, on va laisser les enfants être en conflit. Au Japon, on va laisser les enfants, chose qui nous paraît complètement dingue pour nous. École maternelle, sabre. Mais on se dit que l'enfant, par lui-même, il va trouver ses propres ressources et il va résoudre ses conflits. Et là, l'enseignant, il va être vraiment, on va dire, en arbitre. À l'inverse, aux États-Unis, où c'est la relation individuelle qui va primer. Si nous, on devait, on va dire, donner aussi un autre mot pour caractériser cette école maternelle, c'est qu'il y a une césure, vraiment une cassure, une rupture entre la petite enfance, donc de 0 à 3 ans, puis après à partir de 3 ans, de 3 à 6 ans. Alors que dans d'autres pays, on a souvent la crèche qui est à côté de l'école maternelle, ce qui va permettre de faciliter la transition. On peut imaginer les parents, par exemple, qui amènent leur enfant à l'école maternelle en disant, voilà, regarde, tu vas ici, tu vas aller là. Et puis, le fait que ça s'appelle école, et je terminerai là-dessus, eh bien, ça... comment dire, de la part des parents, ça convoque une certaine angoisse. Il y a une certaine attente. Il y a une certaine obligation. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, on va en parler tout de suite, la question de est-ce que l'enfant doit-il être propre? Est-ce que l'enfant doit-il absolument faire la sieste? Donc voilà, il y a cette question de l'angoisse aussi de la part des parents qui on va dire, qui s'invite du moment où justement quand on parle d'école. Donc en conclusion, une exception française, oui, dans le sens où on va vraiment rendre les apprentissages qui sont attendus, lire, écrire, compter, on va les rendre très, très précoces, alors que dans d'autres pays, on sera davantage sur le bien-être. Hélène. Parce que juste pour faire une aparté, c'est vraiment l'école à part entière. On a en maternelle un programme avec des connaissances, des compétences à faire acquérir aux enfants. On a la liste de toutes ces connaissances et compétences à savoir à maîtriser en fin de grande section. Donc on a le même programme qu'en CP, qu'en CM2. Voilà, on a un programme. D'ailleurs, ils viennent de changer cette année. C'est pas une garderie. Oui, parce que tu peux préciser aussi, Hélène, que tu es dans du multiniveau. Tu as petit, moyenne et grande section. Voilà, dans la même classe. Classe unique. Entre les mêmes murs. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ce qu'on appelle dans le jargon une classe de cycle. Voilà, puisque la classe unique, c'est ce qui va de la petite section au CM2. Pour nos auditeurs, il y a le magnifique film
être et avoir, pour leur Tout à donner un peu une image d'Épinal de l'école française, mais en tout cas, j'ai déjà enseigné dans ce type de classe. Ce sont des expériences vraiment fabuleuses, parce que quand on mène des projets, eh bien, ça va on imagine l'élève de CM1 prendre la main de l'élève de petite section et l'aider. Et donc il y a tout ce travail sur le tutorat, la coopération, qui fait vraiment qui est très très intéressant. Allez, on avance. Bénédicte, tu t'es posé la question, pourquoi l'école maternelle et non pas l'école paternelle? Allez, on t'écoute. Alors, avec ce titre un peu drôle, on voulait parler un peu d'où venait ce terme d'école maternelle. Pardon, Jean-Luc. D'où venait ce terme d'école maternelle. Et c'est vrai que moi j'ai dit, tiens, pourquoi on ne parlerait pas de l'école paternelle? Donc, en cherchant un petit peu, on est remonté un peu dans le temps. Et il se trouve qu'en 1826 sont arrivées ce qu'on appelait les salles d'asile. Donc c'était des endroits où les femmes qui commençaient à travailler, les ouvrières, donc c'était le contexte révolution industrielle, elles avaient besoin, pour pouvoir aller travailler, de faire garder leurs tout-petits. Et donc ces salles d'asile, comme on les appelait, se sont ouvertes en 1826. Et donc c'est devenu des espaces de garderie. Alors c'était des grands endroits où il n'était pas forcément question encore d'apprentissage, etc. Mais on essayait de permettre aux enfants de se retrouver, d'acquérir des bases de l'hygiène, de ce que ça pouvait être, acquérir des bases d'ordre, de travail, et devenir en quelque sorte des bons chrétiens pendant que leur maman travaillait, faisait bouillir la marmite elle aussi, parce qu'il fallait bosser, parce qu'à cette époque-là, les femmes se sont mises à devenir des ouvrières. Donc ces salles d'asile, elles se sont constituées et pour les organiser, l'État s'en est mêlé. Et on a une dame qui s'appelait Pauline Kermorgar qui a été nommée pour venir organiser ces salles d'asile dans le pays. C'est une dame qui, par la suite, au moment des lois Jules Ferry, va devenir inspectrice des écoles maternelles, puisque les écoles maternelles, donc le terme, pourquoi maternelle, je ne m'éloigne pas trop pour le moment, parce que l'idée c'était de procurer du maternage, c'était de donner aux enfants une espèce de structure qui ressemblait un peu à ce qu'ils pouvaient avoir à la maison avec leur mère jusqu'alors. Et donc maternage, maternelle, voilà, une structure un peu accueillante qui ressemblait un peu à ce qu'on pouvait avoir à la maison, puisque l'idée c'était de donner à ces salles d'asile, c'était une continuité de la maison en fait. On était dans la suite de ce qu'il pouvait avoir avec la maman à la maison. Donc ensuite, on a eu les lois Jules Ferry en 1881, l'école gratuite laïque obligatoire. Les choses se sont vraiment beaucoup structurées pour que tous les enfants puissent accéder à l'instruction et à l'éducation. Et donc cette Pauline Kermorgar, à ce moment-là, elle devient inspectrice des écoles maternelles. Et donc c'est elle qui va commencer à mettre en place ce qui a ensuite constitué, donner aux enfants des premiers apprentissages, commencer... alors on passe d'ailleurs des salles d'asile à des endroits où il y a des tables, des chaises, où ils sont assis, donc posture de ce qu'on a comme représentation de ce que pouvait être un élève. Donc on leur donne un peu ces postures, cette idée que maintenant, vous êtes dans une école. Et donc, cette école maternelle, petit à petit, elle se structure de cette manière-là. Et puis, il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est la dimension sociale. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, seuls les enfants de bourgeois avaient accès à une éducation avec un précepteur. Là, on a l'idée que les femmes vont travailler, donc forcément, on va avoir besoin de garder, donc d'éduquer, de co-éduquer les enfants. Et on voit bien que c'est vraiment dans ces années-là où, si l'on peut compenser certaines inégalités, c'est vraiment à ce moment-là que ça se joue. En tout cas, c'est là où on peut travailler cette idée d'égalité républicaine, où on voit que là, la petite enfance est un levier. Donc, en tout cas, cette Pauline Kermorgar, inspectrice des écoles maternelles, d'ailleurs, petite parenthèse, jusqu'en 1977, donc avant-hier, on n'avait que des enseignantes en maternelle. On n'avait pas d'enseignants hommes dans les écoles maternelles. Parce que c'était interdit ? Parce que c'était comme ça, parce que il fallait choisir des enseignantes. Donc, du coup, tu m'as coupé, merci. Donc, Pauline Kermorgar, l'idée de l'école maternelle, pour elle, c'était amener la chaleur de la mère dans l'école.
Donc c'était le mot maternelle, mais du point de vue positif. C'est pas quelque chose qui n'était que dévoué aux femmes, mais en tout cas, on voulait donner cet esprit de voilà, la chaleur maternelle qui s'invite dans cette école. Elle essaye aussi de faire passer, ce que peut-être Yves, tu nous en parleras aussi tout à l'heure, faire passer que oui, on peut y apprendre des choses, mais on est avant tout là pour développer ses facultés, ses sens, son individualité. Voilà, que l'enfant, on avait parlé de ça dans une précédente émission. Au départ, l'enfant, c'est juste on le remplit de connaissances, et puis c'est pas forcément un individu. Là, on est dans une époque où on commence à s'intéresser à l'enfant en tant qu'individu. Et donc, elle essaye d'instiller tout ça. Et de là, ça démarre. Et l'essor de l'école maternelle, c'est réellement après la Seconde Guerre mondiale. Parce que là, il faut remonter le pays. Tout le monde doit aller travailler. Donc, les enfants, il faut les structurer. Il faut leur donner cette dynamique. Parce que de toute façon, les mamans travaillent aussi. Et donc, c'est là que ça s'installe, cette idée de l'école pour apprendre, avec des programmes, devenir un élève, etc. Et on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais depuis 2018, l'école maternelle est devenue obligatoire. Tout à fait. C'est-à-dire que l'école, elle est obligatoire de 3 ans à 16 ans. Et de 16 ans à 18 ans, une obligation de formation est obligatoire. C'est-à-dire qu'un élève, il entre dans le système à 3 ans et il en sort au plus tôt à 18 ans. C'est-à-dire qu'à 16 ans maintenant, même si un élève il est sans rien, on doit quand même lui fournir une formation au moins jusqu'à ses 18 ans. En tout cas, un contexte de formation. Sans oublier aussi des dispositifs de toute petite section ou de très petite section à partir de 2 ans, où aujourd'hui on en a dans certaines zones. Et pour y avoir déjà assisté à des moments de classe, c'est vraiment c'est un vrai levier de compensation des inégalités sociales. Voilà. Donc pour faire le lien avec Arnaud et cette coéducation qu'il affectionne tout particulièrement, c'est vrai que dans l'esprit à partir d'après la Seconde Guerre mondiale, on a un peu oublié cette école maternelle comme un prolongement de ce qui se fait dans la famille, le maternage, etc. Là, maintenant, on veut constituer une école dès la maternelle qui devient un tiers qui permet un brassage des populations, qui permet justement cette lutte contre les inégalités sociales. Voilà, l'école dès la maternelle devient un endroit où chaque enfant va puiser ses chances de réussite. On va former des citoyens. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un risque justement d'aller un petit peu trop vite en besogne, de vouloir attendre de la part d'élèves justement qu'ils aient des comportements qu'on est plutôt en droit d'attendre de 6 à 6-7 ans. Est-ce que le fait d'être justement dans cet académisme-là, et là je regarde Hélène et je m'adresse à toi. Je vais faire la transition. Ça fait la transition. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque, puisque à cet âge-là, on a besoin de découvrir, d'explorer, de faire des hypothèses, enfin voilà, vraiment d'avoir cette liberté d'agir. Et est-ce qu'il n'y a pas là justement l'occasion de nourrir les enfants, parce que c'est un âge où ils ont envie d'apprendre, de tout savoir, et que peut-être que l'école leur offre justement un lieu où ils peuvent écouter des histoires régulièrement, chose que certains n'ont pas la chance d'avoir à la maison, où ils peuvent échanger. Enfin, à cet âge-là, c'est des éponges. Donc moi, je pense que non, au contraire, c'est l'âge où on peut aller très très loin, parce que ils posent des questions. D'accord. Ouais, voilà. Je vais à l'encontre de ce que tu me demandes. Non, mais c'était une question. C'était une question. Ça, c'est parce qu'il a coupé ma transition. Du coup, tout est tombé à l'eau. Donc, ce que je voulais dire pour faire la transition et te laisser la parole, Hélène, par rapport à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais moi, tu sais, je suis très psychorigide. Ça, c'est mon côté éducation nationale. Allez, je suis on désolée. a la fiche de préparation, c'est voilà, bon. Allez. Moi, je suis comme ça, tu le sais. Je ne pourrais pas être ta supérieure. Allez, Bénédicte. Donc, oui, donc l'école maternelle, elle intervient à un âge où justement l'enfant, il commence à découvrir le monde, il commence à parler. Le langage, ça vient l'aider à justement se détacher de ses parents pour aller explorer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est justement le moment où il faut à la fois lui permettre d'évoluer à son rythme pour justement ne pas le forcer, ne pas l'empêcher ne pas développer chez lui
j'ai envie de dire phobie scolaire, mais bon, c'est un peu un gros mot à ce moment-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est lui permettre de continuer à évoluer. Évidemment, s'il n'est pas propre, on peut quand même essayer de l'accueillir en travaillant ça, si on peut, avec la famille, sans trop les stresser. Et en même temps, il faut, comme tu disais, le nourrir. C'est-à-dire que cet enfant qui découvre le monde, qui découvre le langage, qui est capable de s'autonomiser, qui est capable petit à petit de se détacher de sa famille, que ce soit son père ou sa mère, puisque en plus souvent maintenant on a affaire à des enfants qui vivent parfois séparément. Il faut le nourrir. Alors justement, comment est-ce qu'on construit son arrivée à l'école maternelle en lui donnant des bases pour se sentir bien et ne pas se sentir perdu, abandonné, etc. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut lui donner pour lui permettre justement de grandir, d'être autonome, de découvrir le monde, de découvrir des nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est d'être avec des autres dans un groupe? Comment je peux échanger avec eux si j'ai jamais connu ça avant? Voilà. Et donc là, c'est Hélène qui peut nous dire un peu qu'est-ce qu'on fait dans une école maternelle? Qu'est-ce qu'on y apprend? En quoi c'est une vraie école et à la fois en quoi c'est une école qui permet aux enfants d'évoluer à leur rythme? Alors, la première chose, pour rebondir sur ce que tu disais, parce qu'on parlait de la propreté ou du langage, il y a des enfants qui arrivent qui ne sont pas propres ou qui ne savent pas parler. Première chose, c'est de ne pas les stigmatiser. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne parle pas, il arrive quand même à communiquer avec des signes, il a un autre mode de communication, de langage. Et il suffit juste de le sourire, de l'écouter ou de le comprendre. Et petit à petit, de toute façon, ça vient parce qu'ils observent les autres, parce que par imprégnation de ce qui se fait autour, de ce que font les copains. La propreté vient toute seule, le langage vient petit à petit, les enfants ne se développent pas tous au même rythme. Donc si j'ai bien compris, je suis parent, il y a mon enfant qui va rentrer en petite section au mois de septembre, on est au mois d'août, il porte toujours une couche dans la journée, j'ai pas d'inquiétude, je ne vais pas lui mettre la pression pour qu'il soit absolument propre à la rentrée. Non, parce que les petits, on le sait tous, plus on leur met la pression, plus ils se mettent la pression et plus c'est la catastrophe. Donc nous, la seule contrainte qu'on a, c'est qu'effectivement, on manque de personnel ou de table à langer, on n'a pas de table à langer dans une école maternelle. Donc matériellement, c'est vrai que c'est difficile de changer un enfant. Mais c'est pas grave, après, il a un accident, on le change, on lui met des habits propres. Et régulièrement, on va lui proposer d'aller aux toilettes, on va l'inviter à suivre les copains. Mais est-ce qu'il peut venir avec une couche le jour? C'est la question que certains parents peuvent se poser. Non, effectivement, le moins on lui met la couche, le mieux c'est. De toute façon, si on veut le faire progresser, c'est mieux s'il l'a pas, parce que tant qu'il a le confort de la couche, l'enfant il va se dire tout va bien, j'ai pas d'accident, il y a pas de souci. Donc, alors que voilà, s'il vient sans la couche, il va voir que les copains ne l'ont pas de toute façon, et donc il va pas se sentir différent. Déjà, c'est un point positif. C'est ce qui s'est passé, ton expérience sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe. Et le jour de la rentrée, il y en a qui sont tellement stressés qui se font pipi dessus, mais il n'y a pas de souci. On demande aux parents de mettre des changes, c'est pas pour rien, c'est pas pour décorer le porte-manteau dans le hall d'entrée de la classe maternelle. Donc on les change, on les rechange s'il faut, et voilà. Et à force, l'enfant, de toute façon, il s'y fait, il évolue. On n'a jamais vu des enfants à 18 ans porter toujours des couches. Donc à un moment donné, ça vient. Faut pas s'inquiéter. Et si c'est pas au 1er septembre, ce sera au 10 ou au 1er octobre, mais c'est pas grave. D'accord. Donc je pense que c'est important que les parents, les jeunes parents qui nous écoutent, le sachent pour justement ne pas mettre cette pression et quand même sont déjà assez stressés. Aller au rythme de l'enfant, parce que malgré tout, cet apprentissage de la propreté. Alors les psychomotriciens appellent ça l'acquisition du contrôle des sphincters, pour éviter justement, alors ça fait rire Yves bien entendu, mais en tout cas, non mais c'est intéressant parce que ça fait rire ma voisine de droite, bon mais très bien. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rend ça, parce que propre ça veut dire opposition à sale. Il y a un côté moralisateur derrière sur lequel il faut être un petit peu attentif. Il y a une partie déjà physiologique. On dit qu'un enfant qui sait monter les marches en mettant un pied sur chaque marche, vous savez, pas les deux pieds sur la même marche, mais on met un pied, puis l'autre sur la marche au-dessus. C'est que déjà physiologiquement il peut être prêt à être propre, puisque c'est quand même l'expression qu'on utilise. Mais donc il y a aussi une partie physiologique, il y a des enfants qui mettent plus de temps. Alors on reste un petit peu dans cette entrée à la maternelle. Mon enfant, il a en moyenne section. Quand il est chez nous, il fait la sieste. Est-ce qu'il peut continuer à la faire, sachant que nous savons que c'est sachant que normalement, en tout cas, il est prévu un temps de sieste seulement pour les enfants de 3 ans. Alors, petite information, il n'y a pas tous les enfants de 3 ans qui font la sieste. À l'inverse, mon enfant ne fait pas la sieste, est-ce qu'on va le forcer à le faire? Alors, c'est la discussion que j'ai eue à ma réunion de rentrée la semaine dernière avec certains parents. Moi, j'ai la chance d'avoir une classe à 3 niveaux. Donc, j'ai dit aux parents, les enfants de moyenne section, s'ils sont fatigués l'après-midi, je veux dire, les forcer
rester éveillé et à apprendre des choses. Si on voit qu'il tombe de sommeil, ça va être improductif pour lui, pour moi, pour tout le monde. Jusqu'à la Toussaint, généralement. Alors moi, jusqu'à la Toussaint, mes moyennes sections vont à la sieste, parce qu'il y en a qui ont 4 ans qu'en décembre. Il faut aussi prendre vraiment l'âge en compte. Et puis j'ai dit à certains parents, vous inquiétez pas, si je vois que l'enfant est fatigué, il pourra continuer à aller faire la sieste. Ou envisager 2 siestes sur 4 jours. Proposer que le vendredi ne fasse pas de sieste parce que le lendemain il pourra faire une grasse matinée, donc peut-être. Tout à fait, et ça, en tout cas ça confirme ce que disent les travaux scientifiques qui indiquent qu'il est essentiel de permettre à tous les enfants qui en ont besoin de faire une sieste à l'école. Oui, moi-même j'aimerais. Non, mais par contre, moi, j'ai pas le droit. Oui, mais nous pour un petit 15-20 minutes. Et d'ailleurs justement, les mêmes documents indiquent qu'une sieste doit durer environ 1h30, soit un cycle de sommeil hors temps d'endormissement. Et à l'inverse, si au bout de 20 minutes l'enfant ne s'est pas endormi, je pense que c'est pas la peine d'insister. Il peut aller ailleurs. Après, ce qui est difficile avec la sieste aussi, on en revient toujours aux moyens, etc. C'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont pas équipées de. Ils ont une salle pour la sieste qu'ils attribuent aux tout petits. En petite section. Et après, en moyenne section, moi je me souviens, ma fille en moyenne section, elle et d'autres faisaient encore la sieste, mais c'était impossible de faire la sieste parce qu'ils n'avaient pas la place. Donc ils faisaient les bras croisés sur la table. Oui. C'est ça. On se doute que c'est pas. Après, ce qui est intéressant dans la prise de conscience de soi, c'est de détecter les signes de fatigue. Et justement, on le sait, nous tous ici, si on manque de sommeil, on est irritable. Tu ne parles que pour toi. Donc les enfants sont faits de la même matière et que c'est vrai que travailler, en tout cas d'initier à la micro-sieste, là je parle peut-être pour les plus grands, c'est vrai que même à l'élémentaire, par expérience, proposer un temps de relaxation à 13h30, en tout cas voilà, c'est... J'ai déjà essayé, mais c'est pas facile parce que ça les fait mourir de rire et ils regardent le copain. Alors, mais c'est l'idéal, effectivement, si on peut, c'est chouette. Mais c'est le moment où ils prennent ça à la légère. Bon, en tout cas, comme d'habitude, la répétition, le rituel. Oui, le rituel, la symbolique, c'est ça l'école maternelle, bien sûr. C'est vrai qu'au début, c'est fatigant, mais la répétition fait qu'au bout d'un moment, les enfants. Allez, on revient sur la question donc de l'école maternelle et de la transition. Là aussi, je suis jeune parent, il y a mon enfant qui bon, vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire que les enfants, ils ont peur, ils sont angoissés si le parent est angoissé. Donc si des parents nous écoutent, et ils sont nombreux... être angoissés, oui, on confirme. Voilà, dites-vous que l'enfant n'est que le miroir de nous-mêmes, donc ne dramatisez pas l'école, soyons justement le plus tranquille par rapport à ça, et encore plus par rapport à l'école maternelle, puisqu'en plus il y a une relation avec les enseignants, il faut le dire, de proximité, qui fait que s'il y a un souci, on le dit à l'entrée, allez, aujourd'hui, je vois un prénom au hasard, Timéo, aujourd'hui c'est passé ça, etc. S'il y a un souci, en tout cas, sachez que en tant que parents, vous êtes au courant. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués pendant 3 ans à tout savoir sur leur enfant. S'ils sont chez la nounou, chez l'ATSEM ou à la crèche, ils sont au courant de ce qu'ils ont mangé le midi, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé. Et subitement, ils ne savent plus rien. Comment est-ce que tu gères ça, Hélène ? Alors, déjà, effectivement, il y a une relation entre l'enseignante et l'enfant aussi qui se noue. Donc, c'est pas la maman, c'est pas le papa. Mais nous aussi, on peut faire des câlins quand un enfant est triste. Enfin, il y a plein de manières d'accueillir les enfants. D'ailleurs, une des premières questions qu'on pose aux enfants de maternelle, c'est « Elle est gentille, ta maîtresse ?» alors qu'on la pose plus à des CM2. Donc, c'est vrai qu'il y a une relation affective aussi qui se noue. Elle est pas trop méchante. Ah oui, c'est ça. Et donc, rassurez-vous, les parents, nous aussi, on est là à l'écoute des enfants, on se met à leur niveau et c'est rassurant pour eux. Et puis voilà, effectivement, au moindre souci, on communique beaucoup. Puis maintenant, avec les ENT, là, les environnements numériques de travail, c'est facile d'envoyer un message aux parents, est-ce qu'on peut discuter, etc. Enfin, donc la relation école-maison, elle est de plus en plus forte, ou en tout cas de plus en plus facile à établir. Et donc, c'est pas une vraie coupure, quoi. C'est pas je laisse mon enfant le matin à l'école et clac. Après, je pense qu'on a une petite expérience d'une dizaine d'années là, où depuis les attentats Vigipirate et puis le Covid, etc., on a beaucoup laissé les parents au portail.
parce que par sécurité, et tant mieux, je veux dire, à un moment donné, il fallait aussi peut-être poser des choses. Avant, il y a encore 10 ans, on rentrait dans les classes le matin, on pouvait rentrer, sortir, prendre les affaires, hop, j'ai oublié mon sac, il revenait, l'enseignant pouvait attendre les enfants, enfin, l'accueil pouvait se faire aussi bien dans les classes qu'au portail, ça dépendait des enseignants. Là, on vient de passer 10 ans où clairement, la rupture, elle a été de fait parce qu'on n'avait pas le choix. Et là, c'est vrai que ça se remet en place, mais je comprends que peut-être il y a des gens qui se disent moi je vois bien, il y a encore des écoles où ça se fait beaucoup au portail et on n'a pas trop envie de, comment dire, c'est pas engageant. Je vais peut-être apporter une nuance, alors je vais peut-être avoir un propos polémique, pour moi c'est une fausse excuse. Parce que l'école de la République, c'est justement construite en opposition aux parents pour séparer. C'est ce qui la distingue justement d'autres systèmes, c'est-à-dire que c'est vraiment de venir en séparation avec la famille. Vraiment, on peut permettre à l'enfant de vivre vraiment sa propre vie dans une autre enceinte. Oui, mais tu peux très bien permettre à l'enfant de vivre sa propre vie dans une autre enceinte sans pour autant ne pas t'adresser aux familles le matin. Je veux dire que tu prennes 10 minutes le matin pour accueillir les parents dans la classe, qui voient où est leur gamin, où est-ce qu'il va s'asseoir, avec quel jouet il a envie de jouer au moment de l'accueil du matin, et partir à 8h30, et de 8h30 à 16h30, il a son espace, et le soir pareil. Moi, j'aime bien cette frontière vraiment, j'allais dire, matérielle du portail. Nous, on fait l'accueil au portail. Il faut dire que nous, c'est une petite école. Donc, pour nos auditeurs, parce que parfois, l'accueil peut se faire dans les classes. Parfois, les parents peuvent rentrer dans l'école et amener leur enfant dans les classes. Mon école, c'est au portail. Mais j'aime bien parce que les enfants, quand ils franchissent cette ligne imaginaire, symbolique, savent qu'ils sont dans un autre lieu. Et pour la petite anecdote, une fois, j'ai voulu rencontrer une maman à midi. Donc, je l'ai fait rentrer dans l'enceinte de l'école. Et la petite, qui était en petite section, elle s'est mise à pleurer, à hurler. Parce que maman n'avait pas à être dans l'école. Et dans son esprit, il y avait, voilà, c'était pas la bonne personne au bon endroit. C'était son intimité. Mais dès que le portail avait été franchi par la mère, vraiment tout de suite, la petite s'est décomposée et s'est mise à pleurer parce que ça n'allait pas. Et on a compris pourquoi. À l'inverse, je laisse mon enfant le matin à la porte de l'école et il hurle, il pleure, il n'a pas envie de me quitter. Alors ça, très souvent, mais là, il faudrait mettre des caméras parce que c'est drôle, très souvent, 2 minutes après, l'enfant, il ne pleure plus du tout. Alors moi, souvent, je les prends dans les bras ou il y a des camarades qui viennent, qui lui prennent la main. Et il suffit de lui dire « Oh, elle est jolie ta robe. Oh, regarde les petites fleurs. Oh, là. » Et voilà, ou un petit garçon, il va montrer ses baskets qui font de la lumière. On détourne l'attention. Et 2 minutes après, il pleure plus. Allez, j'insiste. On est dans la journée. J'ai un coup de blues. Je me mets à pleurer parce que ma maman ou mon papa me manquent. Alors, petite section. Ils ont doudou qui est jamais très très loin. Donc on peut autoriser ce petit objet transitionnel qui quand même permet de rassurer. Quelle odeur de maman, de papa. J'ai déjà vu des enfants qui avaient une photo de papa-maman dans leur sac. Ah, une photo, c'est bien ça. Et qui de temps en temps demandaient l'autorisation pour aller regarder la photo dans son sac. Voilà. Et les plus grands, on va les faire verbaliser. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui va pas? Oui, mais regarde, maman, elle vient te chercher ce soir. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, maman? Tu vois, elle peut pas se libérer. Et voilà. Donc, il y a, en fonction des âges, il y a plein de manières de rassurer les enfants et de leur faire comprendre que leur chagrin, il est certes important, mais on peut aller au-delà. Oui, parce que ce qui est difficile pour un enfant, c'est que lui, il est dans l'immédiateté, il est dans l'instant. Bien sûr. C'est difficile pour lui de pouvoir se projeter, ne serait-ce que dans 1 heure ou 2, cette alternance des moments et quelque chose de le très, temps, ils ont du mal. Pas. Et c'est pour ça que j'ai tendance à leur dire, mais regarde, là tu pleures, mais dans pas longtemps, ça va être le moment du vélo. Parce que tu montres un support en même temps, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ils ont des repères pour la journée. D'accord. Donc voilà, on va faire telle activité dans pas longtemps. Ou rappelle-toi, cet après-midi, on va faire un goûter d'anniversaire. Alors tout de suite, là, les enfants se disent, ah, ça c'est trop chouette, donc je vais rester finalement. Très bien. Alors, je vous propose l'école maternelle, si on doit dire un mot, c'est l'école de l'adaptabilité. Alors justement, l'école maternelle a eu une influence importante d'une pédagogue italienne, Maria Montessori. Maria Montessori, on en parle beaucoup, il y a des écoles privées, il faut le dire, qui coûtent qui ont un certain coût. Il y a beaucoup de produits dérivés. J'ai même vu qu'il existe des biscuits
Alors, il faut qu'on m'explique en quoi les biscuits Montessori ont un intérêt. Bref, j'aimerais bien qu'on revienne aux origines, Yves, et pour que tu nous dises qui était-elle et quels apports pour l'école maternelle. Alors, petit brief sur Maria Montessori. Donc, elle est née en 1870 à Chiaravalle, en Italie. C'est une femme qui, d'entrée, va fixer des règles excessivement claires et avoir des objectifs très précis. Déjà, ce sera une des premières femmes médecins en Italie. Elle va tout de suite s'intéresser à la psychiatrie et à la pédiatrie. Ça sera ses deux spécialités. Donc ensuite, elle va tout de suite, à la fin du 19e siècle, vers 1896, s'intéresser à la pédagogie, puisqu'elle s'intéressait aussi à la pédiatrie. Et elle va diriger en 1900 une école pour enseignants à Rome. Et elle va approfondir ses recherches sur le développement des jeunes enfants. Au début, Maria Montessori, c'est sur ça qu'elle va travailler, tout en continuant à travailler sur des cas psychiatriques. Et après arrive vraiment le tournant de sa vie, c'est en 1907, quand elle va créer la première maison des enfants, la Casa dei Bambini. Et là, c'est dans un quartier défavorisé de Rome qu'elle va créer cette maison. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appliquer sa méthode éducative qu'elle a pensée depuis 1896, où elle va favoriser donc l'autonomie, l'utilisation de matériel sensoriel, de matériel adapté. Et les résultats en fait vont être remarquables parce que les enfants ils sont laissés libres de choisir leurs activités dans cette école et ça va permettre de développer plus leur concentration. Ils vont être relativement disciplinés et le fait d'être toujours joyeux va leur permettre en fait de mieux apprendre, de mieux observer le monde. En fait, ce bien-être est important. Et elle dira donc, elle tirera de cette expérience donc dans ce quartier défavorisé à Rome que pour elle l'enfant doit être au centre de l'apprentissage, point 1. Point 2, l'environnement doit être préparé avec un matériel adapté. On ne peut pas mettre des tables et des chaises à hauteur d'adulte pour des petits de 3 ans. Non, elle va adapter le matériel et mettre des petites tables, des petites chaises. Voilà, on crée le monde des enfants. C'est ce qui va permettre un meilleur développement. Et point 3, le rôle de l'éducateur, il est fondamental, mais il a un rôle prioritairement d'observateur et il est relativement bienveillant. C'est ça l'idée générale. Donc après, elle va développer cette méthode jusqu'en 1939 et c'est vrai qu'après petit à petit elle veut en fait que l'acteur soit vraiment que l'enfant soit vraiment acteur de son apprentissage. Ça c'est quelque chose qui est important. L'enseignant il observe et il guide. Ensuite comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait un environnement qui soit préparé et structuré, donc préparé par l'enseignant et bien sûr très structuré aux besoins de l'enfant à cet âge et ça c'est vraiment bien quoi. Donc après il y a un troisième point qui est essentiel aussi, c'est donc qu'est-ce que ça va être le matériel Montessori. Ça va être des objets sensoriels, des objets autocorrectifs, le fait de répéter les choses, ça c'est quelque chose qui est vraiment important. On va apprendre à servir dans un verre, c'est des choses basiques mais tant qu'on n'y arrive pas, on continue à le faire, on essaye, on s'améliore et à aucun moment l'erreur est un problème. Bien au contraire, l'erreur permet justement de progresser. Et ça, c'est vraiment la base de l'apprentissage par l'expérience de Maria Montessori. Et après, bien sûr, il faut respecter le rythme des enfants. Elle parle, elle, de rythme sensible. Ces rythmes sensibles, c'est-à-dire effectivement la sieste, les moments calmes, les moments où l'enfant justement a besoin de s'amuser, a besoin de temps pour lui. Voilà, tout ça, c'est essentiel. Alors, on va faire du jardinage, on va faire plein de choses, on va faire de l'école en plein air. Voilà, je peux donner plein d'exemples, mais voilà, je limite à ça. Donc voilà. Et être à l'écoute de l'enfant, adapter le matériel, ne pas hésiter à répéter les choses et avoir un adulte bienveillant qui coache l'ensemble. C'est tout ça Montessori. Si je peux me permettre, pour moi il y a une phrase qui résume bien sa pédagogie, c'est « aide-moi à faire tout seul ». Voilà. Et ce qui est important, et ce qu'on fait dans les classes maternelles souvent, c'est rituel et manipulation. Ah oui. Un enfant qui manipule et qui a des rituels, des repères, après il fait tout seul. Et c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est dans une société précautionniste. On ne veut plus que l'enfant fasse tomber
une carafe. On a peur qu'il se blesse s'il utilise une scie, un marteau. Alors qu'en fait, faire pour du vrai, justement, ça permet de développer cette motricité, puisque l'intelligence... La motricité fine, bien sûr. Et puis, l'enfant sait les dangers, il est conscient des dangers. Exactement. Donc de lui-même, il va faire attention. Il ne va pas jouer avec une vraie scie à l'épée dans la cour. Voilà. Exactement. Il le sait. Non, mais ça me fait penser, j'avais visité une classe freinée, justement, où l'enseignant avait mis en place un atelier bricolage avec de vraies scies. Et j'ai posé la question s'il y avait déjà eu des accidents, parce que bien sûr la question qu'on se pose en tant qu'enseignant et parents, oh là là c'est affreux, il y a des clous, il y a des marteaux, il y a des scies, est-ce qu'il est assuré, etc. Et je dis, il s'appelle Léonard, s'il nous écoute on le salue. Léonard, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu un accident? Il me dit non, parce qu'il y a des règles. Il y a des règles et que surtout il y a une autorégulation entre les enfants. Et ça c'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire de laisser les enfants faire. Il y a un autre pédagogue qui disait on ne doit pas agir sur l'enfant mais l'inciter à agir. Et c'est une période, d'ailleurs, je fais une petite digression, c'est la période des freinés, des Montessori, c'est une période très très riche en termes de pédagogie et je crois que c'est important vraiment de se rappeler de laisser faire les enfants. D'ailleurs tout ça, les cas c'est bien beau, mais quels sont les apports de ces pédagogues dans notre école? Parce que Montessori c'est privé et à l'école maternelle... C'est quoi le lien là? Nous, par exemple, l'école matérielle publique, le matériel. Les petites chaises, les petites tables, depuis Maria Montessori. Mettre les feutres à disposition. Il faut bien faire du lien, non? Oui, bon, voilà. Et les petites étiquettes pour que les enfants sachent où aller chercher le matériel, où le ranger, leur apprendre à faire tout seul, quoi, et être autonome. Ça, c'est Maria Montessori. Et on parle souvent de l'influence Montessori, mais on oublie qu'elle-même a été influencée par un scientifique français qui s'appelait Itard. Si vous avez vu l'excellent film L'enfant sauvage de François Truffaut, il recueille un enfant qui n'a pas été éduqué, qui a vécu avec des loups, et il essaye de lui apprendre à devenir un vrai enfant et pas un enfant sauvage. Alors c'est très très difficile, mais voilà, Maria Montessori s'est énormément inspirée, donc ça se passait au XVIIIe siècle, l'Itard. Elle s'est énormément elle est influencée par cette personne, et ses travaux elle les a énormément étudiés, il faut le dire aussi, mais d'ailleurs parce qu'elle a travaillé avec des enfants handicapés, bien sûr, mais c'est exactement ça. Tu fais le lien, et elle s'est rendue compte qu'avec ces méthodes-là, certains enfants en situation de handicap avaient des résultats équivalents, voire supérieurs à des enfants, qui n'étaient pas en situation de handicap. En tout cas, petite redigression cinématographique. On vous conseille le film de Truffaut. On vous conseille le film de Truffaut, L'enfant sauvage. Je viens de le dire. Excellent. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, on avance. S'agissant de Montessori, est-ce qu'on a fait le tour? Oui, à part que vous ayez... Si Bénédicte a quelques questions, je peux... On pourrait dire énormément de choses. Et surtout sur le matériel qui est estampillé Montessori, vendu très très cher dans le commerce. Je pense qu'un enfant, il a besoin de manipuler, ça c'est évident. Est-ce qu'il a besoin de manipuler, je sais pas, du matériel estampillé Montessori? Je suis parent, allez, on imagine, je suis parent, j'ai envie d'aider mon enfant à apprendre à lire. Je vois cette magnifique boîte Montessori avec les lettres rugueuses. J'achète pas? Je sais pas, moi j'ai appris mes lettres en regardant les chiffres et les lettres à la télé. Le soir, je rentrais de l'école et ma mère me demandait de montrer les lettres sur l'écran de télé. Et donc sans Montessori, j'ai réussi à apprendre à lire. C'est du business, clairement. Ouais. Oui, allez, donc moi c'est la question que je pose à l'enseignante de maternelle qui voudrait, et on fera la transition, qui voudrait justement aider les parents à aider leur enfant. Effectivement, la manipulation c'est bien, et c'est ce qu'apporte Montessori. Donc par exemple les lettres rugueuses, pour que l'enfant apprenne à tracer les lettres. Mais vous pouvez le faire sans acheter du matériel très cher. Enfin, je veux dire, l'enfant il a juste besoin de toucher et de faire. Mais les enfants, pas toujours, mais ont appris à lire depuis très longtemps, même sans matériel Montessori. Il suffit juste d'échanger avec l'enfant et de le laisser faire. Alors, si ça passe par les doigts, pour commencer, il faut que ça passe par les doigts. C'est ce que disait dans le rapport Villani de 2017. Il y a 3 étapes dans l'apprentissage. Première étape, c'est la manipulation. Après, c'est la verbalisation. Et en dernier, c'est l'abstraction. Donc ça sert à rien de commencer tout de suite en lui sortant le Scrabble de mamie. Il faut d'abord qu'il touche. Et c'est ce que veut nous vendre Montessori, très cher. Alors par exemple pour nos auditeurs, tu parles des mathématiques, ça ne sert à rien à 4 ans de montrer le chiffre 2 si on veut apprendre à son enfant à compter. On est d'accord? D'abord il y a les doigts. C'est magique les doigts. On peut faire tellement de choses. On bouge, on a des jetons, des billes, etc. Allez, on fait la transition.
et les parents dans tout ça. Je suis parent, j'ai la chance d'avoir mon enfant dans ta classe, Hélène, et je voudrais le faire travailler pendant les vacances. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Faites de la cuisine, je sais pas, aller bricoler, elle va aider papa, non maman, avec la scie, le marteau. Faut pas genrer. Ici, on ne genre pas, tout à fait. Après, on on peut peut-être parler justement j'ai écrit les assiettes des ours. Oui. On avait parlé de tout ce qu'on travaille. Oui, tout ce qu'on travaille dans la classe de maternelle, mais qui en fait est issu de tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Oui, c'est-à-dire que nous si on miniaturisé, voilà. Mais effectivement, mettre la table pour apprendre à compter, c'est génial. Pourquoi? Il y a 4 invités, l'enfant va sortir 5 assiettes. Il va se rendre compte de lui-même qu'il lui reste une assiette dans les mains. Donc il va se dire, j'en ai pris trop, de lui-même, il va aller la ranger, mais il va pas en ranger 3, il va en ranger une, parce que 5 moins 1, il va arriver à 4, et c'est comme ça. Et c'est là où l'adulte est important, c'est qu'il va verbaliser tout ça. Oui. Et son langage, je fais la transition, et nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, on a un rôle extrêmement modélisant. Par exemple, si je dis souvent des gros mots, il ne faudra pas venir s'étonner si mon enfant dit des gros mots. Voilà, ça c'est un fait. De la même manière, par exemple, par rapport aux assiettes, par rapport aux mathématiques, l'enfant est naturellement doué ce qu'on appelle une estimation. Il y a un mot anglais qui s'appelle subitizing, mais de l'estimation. Exemple, je suis avec mon enfant de 2 ans, il y a 2 chiens qui passent. Tu vois les 2 chiens, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on va tout de suite mettre le mot nombre comme représentant une quantité. Et de la même manière, pour le langage, je fais une petite transition sur la maternelle et sur ce qu'il a fait dans la journée. Vous savez, ces parents qui disent à leur enfant, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai joué. J'ai joué. Ce n'est pas possible. Votre enfant ne peut pas, nos enfants ne peuvent pas à cet âge-là. En tout cas, il ne peut pas tout de suite à cet âge-là, mais se souvenir de ce qu'on a fait parce qu'on a manipulé. Et d'ailleurs, tout à l'heure, c'est passé à l'as parce qu'on n'avait pas le temps, mais justement ces étapes du développement de l'enfant où d'abord il a besoin de toucher et ensuite on va passer à qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de poser les assiettes, on verbalise. De parler en permanence. Et plus tard, on va une heure plus tard ou l'après-midi, ce matin, on avait compté les assiettes. Et donc tout ça, on va construire la pensée pour arriver plus tard à être en capacité, même s'ils n'en ont pas envie quand ils sont plus grands, de te raconter leur journée, parce que ça se construit. Donc peut-être qu'ils ne peuvent pas te raconter leur journée de maternelle, mais s'ils disent « j'ai joué », c'est déjà pas mal. Et alors, à quel jeu tu as joué? Voilà. Mais petit, il faut leur poser plutôt des questions fermées. Est-ce que tu as fait de la peinture? Est-ce que la maîtresse a lu une histoire? Et de même, ils vont dire oui. Ah oui, elle a lu une histoire avec des ours. Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as ri? Alors, si on a la chance d'avoir un environnement numérique, une solution de vie scolaire, alors à Nice, par exemple, c'est C1, on peut, le soir, montrer si l'enseignante a mis des photos. On peut aussi, ça peut être un support visuel pour parler de ce qui se passait dans la journée. Est-ce que toi, par exemple, tu tiens un blog de classe ou que tu alimentes régulièrement? Alors, on a comme beaucoup d'écoles maintenant Pronote. J'avoue que je suis tellement à fond dans les ateliers avec les enfants que mon téléphone est toujours à l'autre bout de la classe et que je pense pas à prendre les photos. Alors souvent, les activités en extérieur, les activités dans la classe, j'ai quand même 4 groupes d'enfants avec 3 niveaux mais j'aimerais faire plus. Ça dépend des enseignants parce que là aussi, le parent qui reçoit 15 photos dans la journée sur le groupe WhatsApp de la nounou qui lui explique tout ce qu'il fait, et là, encore une fois, il n'y a plus rien. Donc il y a aussi cette attente. Bon, ça dépend des enseignants. Il n'y a pas d'obligation là-dessus, il faut le savoir. Voilà. Donc le langage, le bien-être aussi. On a beaucoup parlé de langage, on a parlé de compter, mais il y a aussi cette question du bien-être. À l'école, j'ai mon enfant, on imagine, qui revient et qui me dit qu'il y a toujours un tel ou un tel qui l'embête. Comment donner les moyens au petit enfant de résoudre les conflits? Déjà, par le langage. Un enfant qui ne sait pas s'exprimer, il va taper. Un enfant qui sait mettre les mots dessus, forcément, il va moins taper. Il va dire « il m'a embêté, il m'a fait ci ». Donc, et savoir exprimer ses émotions, ça fait partie aussi, là on a eu des nouveaux programmes, éducation à la vie... à la vie affective et relationnelle, tout à fait, mais on peut le rapprocher des compétences psychosociales où on va parler d'empathie, de consentement aussi. Avant d'être empathique, il faut savoir dire ce que soi-même on ressent, parce que si on ne sait pas dire que nous on est en colère, on ne va pas pouvoir dire que le copain, le pauvre, il est en colère, parce que voilà. Donc savoir exprimer ses émotions à soi, connaître son propre corps à soi, et après forcément ça va venir sur
le copain, voilà, l'empathie et l'attention à l'autre va venir naturellement. Et nous-mêmes, en tant que parents, aussi être capables de dire ses émotions. Oui. Voilà, tout à l'heure, je me suis mis en colère parce que j'ai eu peur que tu tombes de ta chaise, par exemple. Nombre de fois où j'ai dit à mes enfants, ce soir je suis fatiguée, donc je risque de m'énerver un peu plus facilement. Donc je m'excuse d'avance, mais parce que je suis très fatiguée. Voilà. Bon, on verbalise. Non, mais c'est important, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette facilité du cri, de choses comme ça, alors qu'en fait, on sait très bien que quand ça arrive, on le verbalise et puis voilà. Allez, on va conclure sur cette première émission de la saison. Ce soir, nous avons parlé de l'école maternelle. Alors tout d'abord, un grand merci à toi, Hélène, parce que c'était un vrai plaisir de t'avoir autour de la table. Quand tu parles de ton métier, tu as les yeux qui brillent. Tes élèves ont beaucoup de chance. Allez, faudra leur demander. Je conclus avec cette phrase. Je vous laisse deviner de qui elle est. Elle a été prononcée en novembre 2008. Est-ce vraiment logique, alors que nous sommes si soucieux de la bonne utilisation des deniers de l'État, que nous fassions passer des concours à Bac+5 à des personnes dont la fonction va être essentiellement de faire des siestes à des enfants ou de leur changer les couches ? Cette phrase a été prononcée par un ministre de l'Éducation de l'époque. Et voilà où est arrivé l'école de tous les possibles. Alors, outre l'inélégance du propos et son aspect fallacieux qui démontre une profonde méconnaissance du terrain, cette assertion exclut la possibilité d'avoir des objectifs éducatifs pour des enfants de 2-3 ans. Et tu l'as très bien dit ce soir, Hélène, soyons exigeants aussi par rapport à cela, tout en étant tolérants, libres et laisser le temps à l'enfant d'apprendre. Lesquels ces enfants sont incités à agir par eux-mêmes, à s'impliquer dans une réflexion, à émettre des hypothèses, à découvrir le monde à leur échelle, à observer, à écouter, à parler, le tout fondé sur une activité essentielle qui est le jeu. Allez Jean-Luc, on a terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Merci à toi Bénédicte, merci à toi Yves. On vous dit à dans 2 mois. On parlera d'un tout autre sujet. Nous parlerons des 120 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État. On va bien parler de laïcité. Mais oui, l'école est finie.